quand vous sentez que vous portez l'ambition nationale, qu'elle est en vous, ça vous donne une force de caractère exceptionnelle. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le général de Gaulle a connu des moments de doute, des moments de faiblesse. Et Dieu sait que le couple a traversé des épreuves. De Gaulle, dans sa vie, a toujours eu beaucoup d'opposants. Il est élevé dans des familles où on dit il faut reconquérir le territoire, parce que la nation française veut dire quelque chose. Pourquoi le courage? Pourquoi avait-il du courage? Il faut lire les premières lignes de ses mémoires. De tout temps, je me suis fait une certaine idée de la France. L'acte fondateur de Gaulle, c'est 1940. C'est-à-dire l'effondrement de la France, l'effondrement de l'État, et le fait surtout que face à l'effondrement de l'État, personne n'est là pour décider, personne n'est là pour prendre le pays en main, ni le président de la République de l'époque, ni le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement à l'époque. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il est à la tête de la France libre, mais il a été rallié par très peu de gens, il est isolé. Lui, il va oser désobéir et dire à un moment « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que disent mes chefs ». Il pensait qu'à un moment, il fallait qu'une personne prenne la responsabilité de la décision. Je vais en Angleterre et je vais aller imposer une autre voie et continuer le combat parce que je pense qu'il faut continuer le combat. De Gaulle, du coup, qui est lui-même à l'époque un homme politique de second plan et un militaire, il est obligé de faire son appel du 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le général de Gaulle était seul en 1940, seul. Et en 4 ans, en l'espace de 4 ans, il a retourné la situation. Avec évidemment l'appui des Alliés. Il va être dans une logique de dire la France ne se couche pas devant un envahisseur. La France n'accepte pas ce que représente un État comme ce que représente le régime de Vichy et en même temps le nazisme en face. Et on ne peut pas tolérer ça, parce que c'est contraire à sa vision de la France. Et sa vision de la France, c'est un pays qui est un pays généreux, c'est un pays qui doit rayonner, et rayonner ne veut pas dire imposer. Et donc on va ruisseler, on va faire ruisseler ce qu'est la France, on va faire ruisseler la culture française. Et grâce à cette attitude, évidemment, le monde entier a regardé la France et de Gaulle non plus comme un pays vaincu, mais au contraire comme un pays qui siégeait avec les pays vainqueurs. Et ça, c'est un phénomène humain extraordinaire que le monde entier a admiré. Ce n'est pas les critiques qui l'impressionnaient quand il estimait que c'était la bonne voie et que le peuple français l'approuvait. Qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion frappante et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé,
mais Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Cet homme était né à la fin du 19e siècle, en 1890, et toute sa formation l'avait conduit à avoir une culture classique, une culture fondée sur la littérature, et notamment sur la grande littérature française, mais également sur la grande littérature universelle. La vision et l'action également du général de Gaulle ont été très profondément influencées par la qualité de la culture de cet homme. Charles de Gaulle est un homme de culture. Par son milieu tout d'abord, il appartient à une famille à la fois parisienne et lilloise, de grands industriels d'une part et de grands intellectuels de l'autre. Sa grand-mère paternelle, Joséphine Maillot, a écrit des livres d'histoire qui représentent 8 pages, pour vous donner une idée, dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Quant au père de Charles de Gaulle, passionné absolument par l'histoire, il avait servi durant la guerre de 1870 entre les Français et les Allemands. Et il montrait à son jeune fils, dans les années 1890, alors que le garçon n'avait que 7 ou 8 ans, les fortifications et les points de défense de la capitale de cette période absolument tragique de notre histoire nationale. Souvenir que quand De Gaulle naît, la France est déjà amputée d'une partie de son territoire naturel qui est issu de la défaite de 1870. Donc il est élevé dans des familles où on dit il faut reconquérir le territoire parce que la nation française veut dire quelque chose. Après la défaite de 1870, c'est là où on va commencer à écrire ce qu'on appelle le roman national. C'est-à-dire qu'on va créer des figures qui vont en écraser d'autres et qu'on va imposer un modèle. Alors Charles de Gaulle a un caractère différent de ses très nombreux frères et sœurs. D'une part, c'est un petit garçon qui est tout à la réflexion. Il lit énormément, il s'isole pour lire des livres que très souvent son père lui a recommandés, des livres qui sont très complexes, qu'on lit généralement à l'adolescence, mais lui qui l'a lu dès l'enfance. Le général de Gaulle, très tôt dans sa jeunesse, se prépare à devenir un militaire. Et comment ne pas admirer, lorsqu'on veut être un militaire, un officier supérieur, Napoléon, le plus grand génie militaire des époques modernes et contemporaines. Il va lire énormément d'ouvrages sur Napoléon, des ouvrages d'historiens, des ouvrages de stratèges militaires, et il vouera tout au long de sa vie, on le sait par sa correspondance, par les discours qu'il a prononcés, une très très grande admiration au général Napoléon. Charles de Gaulle, en fait, a subi l'influence de son père qui voulait faire une grande école militaire pour servir la patrie. Et finalement, Henri de Gaulle ne l'a pas fait, il s'est tourné vers l'enseignement. Et de tous les fils nombreux qu'a Henri de Gaulle, le seul qui va se tourner vers une carrière militaire, c'est Charles de Gaulle, qui va entrer à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui est l'une des plus grandes écoles françaises, et l'école qui, par excellence, forme les officiers supérieurs. Il y a une éducation qui est à la fois une éducation culturelle, une éducation religieuse qui est importante chez De Gaulle. Il y a une éducation ensuite qui va être une éducation militaire, ce que De Gaulle va apprendre en choisissant de rejoindre l'armée et de passer par les différentes écoles de formation militaire. Les principaux témoignages que nous avons, ce sont ses camarades de promotion à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui à la fois sont admiratifs de ses facultés intellectuelles, mais également de sa capacité à voir juste dans des exercices qui sont proposés par les professeurs et qui montrent des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le futur officier supérieur devra faire montre de courage et d'esprit de décision.
Nous le verrons d'ailleurs au moment de la guerre 14-18. Il faut rappeler que le général de Gaulle, en fait, est entré à Saint-Cyr en 1909 et que c'est très tôt après sa sortie de l'école que va éclater la guerre 14-18. Il va, au cours de la première année de la guerre, faire preuve de très très grand esprit pratique et de courage au combat. Donc il va y avoir aussi cette formation du combat, il va y avoir cette formation de ce qu'est le commandement, de ce qu'est la relation humaine, de ce qu'est la façon de passer un message pour qu'il soit entendu. Il va être blessé, il va être fait prisonnier. Et d'une certaine façon, pour lui, ça va être un véritable crève-cœur car il ne pourra pas donner à la tête de ses soldats sa pleine mesure. Je trouve très intéressant quand De Gaulle est fait prisonnier. Les journées sont longues dans un camp de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale pour des militaires. Il va apprendre l'allemand. Il va apprendre l'allemand parce que c'est ce qui va lui permettre à la fois de se faire comprendre et en même temps de comprendre le pays. On retrouve ça après dans ce qui va faire poser la question de choisir un ambassadeur qui va venir en Chine, qui va être un universitaire, parce qu'il faut apprendre de l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il fera preuve d'un très très grand courage puisqu'il n'aura de cesse d'essayer de s'évader de sa prison de manière à pouvoir reprendre les armes. Alors ces tentatives d'évasion multiples échoueront malheureusement toutes les unes après les autres. Ce qui rend De Gaulle extrêmement humain et attendrissant, c'est que avec son épouse, qui est Yvonne De Gaulle, née Yvonne Vendroux, il entretient une relation très particulière. Nous le savons aujourd'hui. Des biographies, des travaux lui ont été consacrés. Elle joue le rôle de conseillère occulte. Alors le général de Gaulle a une pensée extrêmement structurée, mais il s'appuie en particulier dans les circonstances difficiles de la vie, comme en 1940, quand il va devoir quitter la France. C'est une décision majeure de rupture qui va l'affirmer comme un homme fondamental de l'histoire de France. Il prend toujours conseil auprès de son époux. Elle est d'ailleurs à ses côtés dans les circonstances difficiles de la vie. Et Dieu sait que le couple a traversé des épreuves. La plus grande épreuve qui lui était infligée et que le général de Gaulle prend avec, d'une part, philosophie et d'autre part, je dirais résignation, mais résignation pour aller plus haut, parce qu'il est très chrétien, bien évidemment. Il estime que c'est une épreuve qui lui a été infligée par Dieu. C'est le fait que sa fille Anne est atteinte de trisomie et mourra extrêmement jeune. Et cette fille, il entretient une relation très particulière avec elle. Quand il est séparé très longuement d'elle, il ne le supporte pas. Nous avons une photo très attendrissante où on le voit tenir cette petite enfant sur ses genoux. Et systématiquement, dans la correspondance qu'il entretient avec son épouse Yvonne, quand il est éloigné du foyer familial, il demande des nouvelles de la petite Anne. La présence comme ça d'une épreuve qui lui a été infligée dans le fort privé, dans le sein de la famille, c'est très important aussi pour un homme d'État parce que ça le fait souvent se sublimer. Il tenait compte des faits. Il n'était pas dans l'idéologie, il n'était pas dans les rêveries. Il dit d'ailleurs dans sa conférence de presse, où il annonce qu'il va reconnaître la Chine sur le plan diplomatique. La Chine, un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, un État plus ancien que l'histoire. Il dit « ce pays plus vieux que l'histoire ». Magnifique description de la Chine. À partir du moment où Mao l'emporte en Chine en 1949, le général de Gaulle n'est plus aux affaires. Il est dans ce que l'on appelle la traversée du désert. Il est retiré à Colombey, les deux églises.
mais il observe énormément ce qui se passe à l'international et tout particulièrement en Extrême-Orient. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'il est visionnaire parce qu'il se rend compte que l'espace Asie-Pacifique va être appelé à jouer dans les décennies qui viendront un rôle extrêmement important. Parce que je pense que De Gaulle, il a cette prémonition-là, et ça c'est la grande force de De Gaulle aussi, c'est d'avoir cette capacité à sentir les choses, c'est d'avoir cette capacité à sentir que le monde n'est pas simplement d'un côté le bloc américain et de l'autre côté le bloc soviétique à l'époque. En pleine guerre froide, le rapprochement entre la Chine et la France, deux pays en quête d'indépendance et d'autonomie, a non seulement eu un fort impact sur les relations diplomatiques de l'époque, mais aussi profondément influencé l'évolution ultérieure de la situation mondiale. La décision prise par le général de Gaulle de rétablir les relations diplomatiques avec la Chine a une très grande influence internationale et a surpris tout le monde puisqu'elle a été préparée secrètement. Et des États-Unis à l'Angleterre, en passant par l'Allemagne et en passant par ce que l'on appelle à l'époque le tiers-monde, les pays pauvres, les pays non alignés, elle a eu un impact tout à fait fondamental. Bien évidemment, pour Mao, elle a également eu une très très grande importance. Notons d'ailleurs que Mao avait la plus haute considération pour le général de Gaulle, dont il admirait profondément le coup d'œil. Il y a bien un monde qui est globalisé, même si le terme n'existe pas à l'époque. Il y a d'autres espaces avec lesquels on doit pouvoir dialoguer et échanger. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il va oser aller prendre ou décider de reconnaître certains pays que les autres ne reconnaissent pas encore. Ils le feront derrière. Mais il n'y a pas de contrainte dans la tête de De Gaulle. Il n'y a pas l'obligation de le faire, sinon on disparaît. Il y a simplement l'obligation de le faire parce que ça existe et parce qu'il a le pressentiment que, encore une fois, on ne peut pas exister au niveau d'une planète où les échanges s'accélèrent à ce moment-là, où le développement maritime, le développement aérien fait que les distances se raccourcissent de plus en plus, les échanges sont de plus en plus importants. On ne peut pas occulter une partie de la population. On ne peut pas occulter une partie de la planète. Donc, la reconnaissance de la Chine, il le fait encore une fois, non pas pour dire je suis le premier à l'avoir fait, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte dans ce que peut décider le général de Gaulle, mais en revanche, il a ce pressentiment très fort que le monde se fera avec tout le monde, et donc aussi bien la Chine que, je vous dis, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, etc. De Gaulle était fasciné par les civilisations, en général, et donc par la civilisation chinoise, puisque dans sa conférence de presse, il dit que la Chine est un pays plus vieux que l'histoire. Il explique que la Chine est un très très grand pays, un pays millénaire qui a une histoire absolument fabuleuse. C'est un très grand peuple, c'est le peuple le plus important de la Terre. Et bien évidemment, lui, le général de Gaulle, à la tête d'une grande puissance qui est la France, se doit de reconnaître la Chine et de rétablir des relations diplomatiques avec elle. Et le général de Gaulle, dans la politique qu'il a menée, s'appuie sur des intellectuels. Alors il y a un cas de figure qui est moins connu et que je voudrais ici mettre en avant, c'est le cas d'Edgar Faure. Edgar Faure est un homme politique qui compte, c'est un ministre de la 4e République et il est radical. Radical, c'est le centre-gauche en France, donc c'est un positionnement très différent du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, c'est que l'homme est extrêmement cultivé et que l'homme a aussi une profondeur historique et connaît très bien la Chine. Et c'est Edgar Faure que le général de Gaulle va mandater à l'automne 1963 pour entrer en communication avec les ministres de Mao Zedong et conclure le fameux accord de janvier 1964. 中法建交首先，它这个打破了中国的外交孤立。这之后，西方大国纷纷向中国示好，跟在法国之后，纷纷跟中国建交。这是
中法建交所带来的最直接的影响。两个阵营不同阵营的独立性强的国家建交对话那么这实际上呢，就是打破了两极割据，后来为很多国家仿效。就是中法建交是开启了多极世界的第一步。法国是一个重要国家，派个一般人去当大使不行。那么黄镇当时是外交部的副部长，所以派一个外交部副部长就在法国当大使这个是对法国的重视。这又是一个画家，是一个文人。法国是一个文化高度发达的国家，所以派他去当大使是最适合的。Premier ambassadeur français nommé à Pékin, Lucien Paye, c'était un universitaire justement. Là, on est plus dans quelqu'un qui va être là pour comprendre, pour aller expliquer les choses, pour aller partager sa compréhension du territoire. Je pense que c'est toute l'intelligence et la subtilité de De Gaulle là-dessus aussi. On parlait depuis tout à l'heure de l'importance de la culture, etc. C'est clairement ça, c'est-à-dire que il n'envoie pas un universitaire pour lui faire un rapport d'universitaire, il envoie un universitaire parce qu'un universitaire, c'est naturellement quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de chercher, qui va aller étudier, analyser, beaucoup plus que s'il prenait quelqu'un qui vient du Quai d'Orsay, qui a une formation de diplomate. Je pense que c'est un acte éminemment politique, mais très à l'image finalement de ce que voulait le général de Gaulle, c'est-à-dire, c'est pas, encore une fois, on ne raisonne pas dans... c'est un rapport de force économique, c'est un rapport de force militaire, c'est un rapport de force politique. Non, il n'y a pas de rapport de force. C'est au contraire, on va comprendre, et parce qu'on comprendra, on saura mieux faire les choses. Les échanges culturels sont réellement un grand outil, un grand instrument de la diplomatie culturelle gaulienne ou gaulliste, comme on voudra. On a tendance également à dire qu'un lien extrêmement étroit va être tissé entre la France et la Chine, ce qui est une réalité, mais on a tendance à dire également que le général de Gaulle en aurait fait probablement beaucoup plus si le temps le lui avait permis. L'historien lit les sources. Et que lit-il dans les sources? Un énorme regret du général de Gaulle de ne pas avoir eu le temps de se rendre en Chine pendant la suite de son mandat entre 1964 et 1969. Et il faut savoir qu'à la veille de sa mort, il préparait une grande visite en Chine. Il avait obtenu l'accord de Mao Tse-tung pour être reçu par Mao Tse-tung à Pékin. Et malheureusement, sa mort a empêché ce très très grand voyage en Chine. Je pense que pour construire des citoyens responsables, il faut qu'ils aient des racines. Et dans ces racines, il y a l'histoire. Et donc, la figure de Charles de Gaulle, du point de vue historique, est très importante parce que ça a été à la fois un chef civil qui a élaboré, pas tout seul bien sûr, une constitution. Ça a été un chef militaire et un combattant. Et enfin, il a traversé le siècle, le XXe siècle, sur des sujets majeurs. C'est un message d'énergie et c'est un message d'espoir. Sans cesse l'espoir de lendemain meilleur et sans cesse finalement le goût de l'effort, de la remise en cause, de l'effort vers la modernité, de faire confiance à l'État et de croire toujours justement que le déclin n'est jamais, absolument jamais quelque chose d'irréversible et que dans les pires situations, c'est le cas en 1940, en 1958, quand on est guidé par une vision de long terme et quand on est guidé par une volonté,
on peut espérer des lendemains meilleurs. Alors, l'héritage le plus important du général de Gaulle pour le monde, c'est l'affirmation que nous sommes désormais, nous ne sommes plus dans un monde où deux blocs s'affrontent, où deux blocs dominent le monde. Nous sommes rentrés dans un monde ouvert, dans un monde multipolaire. 60 ans plus tard, le peuple chinois garde toujours en mémoire la contribution historique du général de Gaulle, pionnier des relations sino-françaises. À la veille du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays, il est très important de rappeler et d'apprécier l'audace et la sagesse dont ont fait preuve les hommes d'État chinois et français de l'ancienne génération. Ce qui reste de De Gaulle, c'est une forme de panache, au sens de quelque chose de brillant. Ce qui reste de De Gaulle aujourd'hui, c'est cette capacité à aller incarner un rayonnement de la nation. Et de croire qu'encore aujourd'hui, la France peut rayonner quand elle parle de culture. C'est pas uniquement quelque chose de politique, c'est pas uniquement quelque chose qui est lié aux institutions de la République française aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lié à une dimension c'est une certaine idée de la France, c'est-à-dire c'est quelque chose auquel c'est presque immatériel. C'est quelque chose qui est dans les gènes. C'est pas être nationaliste, certainement pas. C'est considérer que on peut être ouvert vers les autres et en même temps être convaincu qu'on incarne une grande nation parce qu'une grande histoire, parce qu'il y a un grand passé, etc. C'est probablement ça aussi, cette notion de grande nation, de grande passé, de grande culture qui réunit la France et la Chine dans la tête de De Gaulle et dans la tête de Macron. Charles de Gaulle a été un géant de l'histoire. C'est un homme qui n'était pas un idéologue, c'était un homme pragmatique dont le moteur était l'amour de la France et la passion de la liberté humaine. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il a eu cet écho dans le monde. Cet homme est apparu comme un symbole dans le monde entier et je pense que son image rayonne encore. La leçon, moi en tout cas, ma citation préférée de Charles de Gaulle, c'est une phrase qu'il a donnée alors qu'il était extrêmement jeune. Il avait 38 ans, il n'était encore rien du tout, il était juste militaire et il était enseignant à l'école de Saint-Cyr. Et en fait, il voulait faire passer un message extrêmement simple, donc, c'est que dans la vie des nations, rien n'est jamais perdu. Il dit « Retenez cette leçon, l'histoire n'enseigne pas le fatalisme. Il y a des heures où la volonté de quelques hommes brise le déterminisme et ouvre de nouvelles voies. Quand vous déplorerez le mal présent et que vous craindrez le pire, on vous dira que ce sont les lois de l'histoire, qu'ainsi le veut l'évolution. On vous l'expliquera savamment. Redressez-vous, messieurs, contre cette savante lâcheté. C'est plus qu'une sottise, c'est un péché contre l'esprit. » De Gaulle disait lui-même « Mon flambeau sera un jour repris par quelqu'un qui me prolongera ». Et c'est d'ailleurs cette citation que je transforme un petit peu, celle qu'il a souhaité voir inscrite sur sa tombe dans le petit cimetière de Colombey et Deux Églises.